suis né à Paris, mes parents ils sont arrivés en France en 74 du Maroc, et on a grandi rue de Reuilly. Et si tu veux partir du Mounir de l'enfance, le Mounir de l'enfance c'était passionné de mathématiques, et j'avais un instit formidable qui avait trouvé une méthode pour me calmer en cours, et qui donc, à chaque fois qu'il sentait que j'allais m'agiter, m'autorisait à aller dans la salle informatique. Je passais un cours sur 2 seul dans la salle informatique, et c'est comme ça qu'est née la passion de l'ordinateur et la relation quasiment intime et charnelle à l'écran et au clavier. Je veux un ordinateur, j'ai toujours pas d'argent, mes parents n'ont pas les moyens d'en acheter un, mais il y a le concours des jeunes inventeurs où il y a un chèque de 5000 francs tous les mois. Et donc je dis, il faut que j'invente un truc pour gagner le chèque, pour acheter un ordinateur, pour pouvoir me connecter à Internet à la maison. Et j'invente un traceur de diagrammes circulaires, mesureur d'angle express. J'étais en 5e au collège, et à l'époque, il n'y avait pas Excel, il fallait faire des diagrammes circulaires, un camembert. Et c'était compliqué de tracer les pourcentages avec le rapporteur. J'avais fait un truc sympa qui traçait directement les pourcentages. Voilà. Et je gagne 5000 francs. Et avec ce chèque géant en carton que m'a remis mon agence bancaire Crédit Lyonnais, je vais à Surcouf. En plus de ça, à l'époque, ils faisaient des grands kits en carton avec un ordinateur en pièces détachées. Et je l'ai reçu et j'ai mis 2 semaines à le monter. Je me prends de passion pour Internet, j'apprends à développer, moi, j'étais plutôt un passionné de network, de réseau. Et donc, je suis devenu un très bon spécialiste à 15 ans de ça. Et à 16 ans, je trouve un job et je rejoins Club Internet. Si je veux exister très fort et faire très fort tout ce que j'ai rêvé depuis que je suis petit, si je veux faire des robots qui transforment le monde et qui changent la vie des gens, il va falloir que je sois entrepreneur moi-même et que je le fasse. Et c'est pour ça que je fais un choix un peu bizarre. À la sortie de Sciences Po, je décide de créer ma boîte. Et là, ça a été l'incompréhension généralisée. Ma mère n'a pas compris, mes amis n'ont pas compris. Enfin, tu te rends compte, tu viens d'une famille populaire, tu as fait la Sorbonne, Sciences Po, tu es sorti diplômé. Et ma mère, elle a menti pendant 2 ans aux voisins. Elle disait il est avocat international. Parce que c'était ce que j'aurais dû faire. Tu vois, c'était ça qu'il faut faire quand tu as fait ça. Et quand je disais je suis entrepreneur et je fais du numérique, ma mère, elle disait non. Et surtout, qu'est-ce qui se passe dans les 6 premiers mois de ma vie d'entrepreneur ? Ben, j'ai pas d'argent. C'est-à-dire que j'ai pas de minima sociaux, mais j'ai pas de chômage non plus. Et mes clients, j'ai des clients qui me payent mal, en retard. J'étais en colocation avec mon meilleur ami, il a été incroyable. C'est-à-dire qu'il a quand même payé tous mes retards de loyer pendant tout le début du lancement de ma boîte. Même ma mère, qui est femme de chambre, quoi, elle m'a dépanné mes débuts de lancement. C'est fou de devenir entrepreneur, complètement taré, et d'être indépendant. C'est hyper dur. Et il y a eu un moment important, j'ai retrouvé un vieux pote, un pote depuis que j'avais 16 ans, et donc là un vieux pote, j'avais 22 ans, mais tu vois à cet âge-là, un pote de 6 ans c'est important. Et lui il avait créé il était un peu plus âgé que moi, il avait quitté la boîte où il était salarié, il avait créé une petite agence web depuis 2 ans, ils étaient 3 dans sa boîte, et il avait des bureaux dans le Sentier. Il me dit Mounir, franchement tu fais peine à voir, viens, prends le bureau et quand tu as l'argent tu paieras. Mais installe-toi chez moi et en plus tu sais développer, tu as fait plein d'études, tu as fait plein de trucs, peut-être même on peut faire des contrats ensemble et faire des choses ensemble. Et ce garçon, qui est un de mes vraiment grands potes, pendant 2 ans, avec lui, en quelques mois, ma boîte, elle prend un vrai nom, Mounir et Simon. La réalité, c'est que Simon, il n'existait pas. Et Mounir & Simon, c'était quoi ? C'était... Ça marchait, du coup. Mais non seulement ça marchait, quand Paris a fait le premier jeu de données ouvert d'open data, de données électorales, qui est la première entreprise à avoir fait la première cartographie et dynamique de cartographie électorale ? Mounir & Simon. Qui a fait la première plateforme de e-learning pour les entrepreneurs financée par Google à Paris ? Mounir & Simon. En fait... Le moment où tu reprends le côté positif, où tu reprends la motivation, où tu as un pote qui t'a dit « prends le bureau ici » et puis de toute façon, on maîtrise Internet et le numérique, on est les maîtres du monde, dis-toi que si on n'est pas compris aujourd'hui, on sera demain. Mais tu vois qu'il n'y a aucune histoire Paradise où en fait tu es tout seul à 2, tu trouves l'idée, tu l'écris, tu lèves les fonds et ça sort. En fait, c'est dur. Mais si on revient à ta question de « ça fait quoi un enfant d'immigré qui ?» En fait, à ce moment-là de ma vie, ça y est, je pouvais devenir ministre, président, ce que tu veux. C'est comme j'attendais plus d'être recruté par quelqu'un,
que j'avais décidé que j'avais pris tous les risques, en fait, ce jour-là, il y a un truc qui se déclenche en toi, mais qui est aussi la somme, je ne sais pas si j'étais assez clair quand même sur les premiers mois, l'anxiété que vous vivez ces premiers mois, elle est infinie. La dépression que vous vivez, elle est infinie. Et donc, il faut que les entrepreneurs le disent entre eux, quoi. Elle est hyper dure, cette période-là. Mais à la fin, il n'y a plus rien qui te fait peur. C'est pour ça qu'il y a des gens en politique qui te parlent mal. Ouais, on va se le dire. Ils font des coups de pression, ils font des trucs. Honnêtement, je les regarde dans les yeux et je me dis, tout ce que tu es en train de me faire vivre, ça n'est rien à côté de ce que j'ai vécu avant. Donc, tu peux faire ton truc, machin, je vais quand même continuer, puis on va essayer de faire différemment. Et si on revient à l'origine des origines, je vous ai dit, j'ai travaillé chez Club Internet à l'âge de 16 ans, et je travaillais là-bas 9 ans. Et Club Internet a été revendu. Et on a été racheté par Deutsche Telekom. Et donc, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? On était dans une boîte où les techniciens étaient un peu les maîtres du monde, parce qu'on était plus nombreux que les ingénieurs, tu vois, qui étaient isolés dans une tour à côté, et on était les tenants du savoir. Et en fait, Deutsche Telekom dit, mais attendez, vous êtes un centre d'appel comme les autres, un centre d'appel, ça doit être performant. Et donc, ils ont installé des téléphones à décrochage automatique. Et qu'est-ce qui s'est passé en quelques semaines seulement? Taux d'absentéisme, explosion absolue. Insatisfaction au travail permanente, conflit entre les salariés, conflit entre la direction et les salariés. En gros, le début du chaos. On avait fait tous les clichés possibles. Décrochage automatique, compteur automatique, un tableau de bord du top 3 du plateau sur qui était le plus performant dans la journée, un bouton pour demander à faire une pause pipi. C'est-à-dire que tu appuyais sur un bouton et le superviseur évaluait à quel moment il t'autorisait à partir dans ton truc. Et c'est là, pour la première fois de ma vie, à 18 ans, 17 ans et demi, et je dis, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, mais j'ai l'impression que ça pourrait aller mieux. Et j'ai l'impression qu'on pourrait se faire entendre plus fort. Et c'est là où je rencontre pour la première fois un délégué syndical d'un syndicat qui était la CFDT. Et je lui raconte ça, parce qu'il n'y avait pas de syndicalistes dans le centre d'appel, ils étaient plutôt dans la direction centrale. Et je lui raconte ça, il me fait, bah, engage-toi, représente tes collègues, et viens défendre ça. Sauf qu'en moins d'un an, on a négocié un accord sur les conditions de travail. En moins d'un an, on a négocié un nouveau système de primes. On a mis fin, en même temps, je les avais arrachés à chaque fois. Moi, ce que je trouvais le plus humiliant, c'était le top 3 collé sur la salle de pause. On a mis fin à tous ces dispositifs-là. Résultat, taux d'absentéisme en baisse, satisfaction des salariés en hausse et satisfaction des clients en hausse. Parce que j'ai toujours été un entrepreneur dans le cœur. Donc j'ai jamais été délégué syndical en me disant je vais être contre l'entreprise. J'étais délégué syndical pour dire je veux cette entreprise et je veux qu'elle réussisse profondément. Hein. D'ailleurs, on a mis en place un accord d'intéressement très généreux pour pouvoir faire la démonstration que plus tu redistribuais aux salariés, plus tes salariés étaient engagés dans la vie de l'entreprise, mais qu'on peut faire l'entreprise en bien. Et donc c'est ça que j'ai mené là. Et quand tu vis ça dans le monde entrepreneur, quand tu vis ça dans le monde de l'entreprise, après tu veux le voir dans le monde réel. Et donc comment tu fais pour changer le monde réel autour de toi? Comment tu fais pour changer ta ville? Comment tu fais pour changer les lois? Comment tu fais pour changer et te battre contre les injustices autour de toi? Bah, c'est la politique. Comme je savais quand même que la politique était important, un truc important pour moi, ça je le conseille à vous tous qui avez d'autres passions à côté ou quand vous allez vous associer avec d'autres personnes dont vous vous dites qu'ils ont peut-être une autre passion à côté. On prend un cahier, on dit tous les défauts qu'on a, on explique tous les problèmes qu'on pourrait avoir, on explique tout le... C'est-à-dire que c'est le moment où vous allez signer quelque chose qui va vous dépasser vous-même parce que vous allez avoir des salariés et des clients, donc vaut mieux s'être tout dit avant. Et si vous savez que vous avez des problèmes de colère, que vous avez parfois l'envie de vous barrer du jour au lendemain, c'est pas grave, on le dit et on met des clauses dans le pacte d'associés qui prévoit le truc. Et donc on a mis une clause qui disait, si jamais pour une raison ou pour une autre, un des associés était amené à quitter la vie opérationnelle de la boîte, alors il perdrait 50% de ses parts et l'autre récupérait 50% des parts, etc. etc. Et ben it's ok, tu vois, on l'avait mis. Et donc le jour où je lui ai dit, c'était un peu, bah, tu te souviens le truc que je t'avais dit quand on était allé boire des verres et qu'on avait mis ça dans le pacte, et bah, ça va se réaliser, je vais vraiment partir et ça va être important et je pense que c'est important. J'ai beaucoup de chance, mon associé a dit, Mounir, si tu penses que c'est ton chemin, vas-y. Et c'est ça la première fois de ma vie où je quitte tout pour la politique. Quand tu deviens ministre, comment tu deviens ministre à la fin? Ce que mes parents ont réussi à me faire, ce que cette école et cette éducation a réussi à faire,
C'est qu'à aucun moment, et grâce à mes profs aussi, hein, j'ai imaginé que quelque chose était impossible. Et après, tu deviens un professionnel de ça, tu essaies d'être un bon ministre, mais à ta manière. Et c'est là où c'est très dur, c'est-à-dire que tu dois rentrer dans les chaussures d'une fonction qui te dépasse, tu es membre d'un gouvernement, tu participes au Conseil des ministres, tu participes au Conseil de défense sur les sujets qui te concernent. Moi, je n'avais jamais connu en tant qu'entrepreneur de diriger une organisation que je n'avais pas créée. Et donc, tu arrives avec une culture préexistante, tu arrives avec des coutumes préexistantes, tu arrives avec des rites préexistants, tu arrives avec des résistances ancrées, tu arrives avec beaucoup de choses, et tu fais ton boulot. Et puis après, tu découvres qu'en plus de ton boulot technique, donc on a défilé un plan d'action, un plan d'entraînement des dirigeants et des managers, un plan d'action sur l'inclusion numérique où je suis allé faire le tour de tous les départements de France. Et puis en plein milieu de tout ça, tu te prends plein de choses que tu dois aussi traiter, parce que tu es membre du gouvernement. Et donc tu dois faire de la politique générale sur tous les sujets, parce que ce que tu apprends dans ce métier-là, et qui est pour moi un truc nouveau et très important, c'est l'acceptabilité par les citoyens de tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. C'est pas parce que tu es le plus intelligent que tu as raison. C'est pas parce que ce que tu dis est la chose la plus juste ou la plus correcte qu'il faudrait absolument faire parce que tu en as fait la démonstration que ça va faire du bien au pays. À chaque fois que vous faites une transformation des politiques publiques, à chaque fois que vous changez quelque chose, vous créez un dysfonctionnement quelque part. Et en fait, si vous ne vous occupez pas des êtres humains qui sont de l'autre côté, ce dysfonctionnement, il vous éclate à la gueule à chaque fois. C'est pas une fois de temps en temps, c'est à chaque fois. Et donc, en fait, être au pouvoir, c'est pas uniquement prendre des décisions en sachant où on va, c'est prendre des décisions et profondément vibrer avec les êtres humains que sont les citoyens, en essayant de comprendre quel est leur état d'esprit du moment, où ils en sont eux-mêmes avec eux-mêmes, où ils en sont eux-mêmes avec la France, où ils en sont eux-mêmes avec le gouvernement, et comment tu peux créer les conditions de cette acceptation, et comment tu peux construire ça avec. Et le deuxième truc, qui est la conclusion de ça, et la conséquence de ça, c'est le temps. Ce qu'on a à faire sur 10 ans, c'est une révolution. Et que tout le monde voit qu'il va y avoir un mouvement. Tout le monde voit, mais qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, les indépendants, c'est tout petit à côté du nombre de salariés. 10% de la population active. Et donc les gens se disent, est-ce que ça vaut le coup de tout foutre à plat alors qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur la transformation du salariat, du financement de la formation professionnelle, du financement de la sécurité sociale. Moi, j'ai une certitude, c'est qu'il faut qu'on se donne un objectif à 10 ans et qu'on dise à 10 ans, tous les gens, quelle que soit la façon qu'ils ont d'exercer une activité, ils bénéficient de certaines protections et que ces protections, elles doivent, et comme c'est notre culture française, être du plus haut niveau. Les indépendants, ce n'est pas une branche d'activité. Ce qui fait que CFDT Transport s'inquiète de la question des VTC. La CFDT F3C, qui s'occupe des services numériques, s'occupe des indépendants du numérique, consultants indépendants, etc. Donc il n'y a pas non plus chez eux de réflexion transversale. Et elle commence à peine. Et elle commence de façon très active. Et ça me rassure pour la suite. Ce que je veux dire, c'est qu'on a encore aujourd'hui un chemin à parcourir sur l'acceptabilité des termes. Pourquoi est-ce que, pareil, on ne peut pas prendre une décision politique tout de suite sur la dépendance ? Parce qu'il a fallu 5 ans pour que les gens se rendent compte que c'était un risque qu'il fallait socialiser, que maintenant, quand on fait des sondages auprès des Français, une très grande majorité dit oui, il faut socialiser le risque, mais vous savez ce que ça veut dire socialiser le risque ? Il faut le financer. Et ça, c'est un chemin qui va prendre du temps. Donc, tu vois, on a encore des grandes conquêtes. Les gens pensent qu'on est des démocraties matures où tout a été fait, tout est fini, il n'y a plus de politique. C'est pas fini du tout. Les transformations, elles vont encore être radicales. Les transformations de l'emploi, elles vont être radicales. Il y a des métiers qui vont disparaître de façon radicale où quasiment 100% vont devenir des indépendants. Ça, c'est les révolutions que les générations qui sont présentes dans cette salle vont vivre dans les 10 prochaines années. Et je trouve ça assez excitant.